Nous allons donc parler de cette plateforme collaborative qu'on a lancée l'année dernière pour la maintenance et l'amélioration du code PB, qui est donc Visual Expert dans sa version web. C'est le deuxième épisode puisque on va se focaliser aujourd'hui sur les ajouts de fonctionnalités collaboratives. Donc, je vais prendre quelques exemples concrets de tous les jours pour illustrer le propos. Alors, un récapitulatif d'abord sur les principaux objectifs ou les principaux cas d'usage. Globalement, il y en a trois. Soit vous pouvez vous servir de cette plateforme pour faciliter au quotidien la maintenance du code. Ça commence par comprendre le code existant. Il y a plein de fonctionnalités pour tracer des graphes, documenter. On parlera un peu plus tard si nécessaire. On peut ensuite sécuriser les modifications, c'est-à-dire vérifier qu'on ne casse pas l'application après un changement en faisant une analyse d'impact. Je touche à ça. Qu'est-ce que ça impacte? Quels sont les éléments qui s'en servent? Et on va pouvoir aussi préparer des montées de version en détectant par exemple des objets, des appels à des fonctions obsolètes, des objets qu'on devrait remplacer, etc. Donc, première catégorie, faciliter la maintenance. On est vraiment dans l'opération au quotidien, quelle que soit la nature des changements. Deuxième catégorie, on veut améliorer spécifiquement la qualité, la sécurité du code. Donc on a des moteurs de règles qui vont détecter des tas de, on va dire, problèmes ou codes non compatibles avec ces règles, en commençant par vérifier les vulnérabilités, donc scanner le code pour détecter des problèmes de sécurité, des problèmes de maintenabilité, des bugs aussi. On peut aussi nettoyer le code en trouvant par exemple tous les objets inutilisés, des méthodes vides, euh, ou par exemple des objets dupliqués en Power Builder, puisque PB ne supporte pas par exemple deux fenêtres avec le même nom, il prendra la première, il ignore la deuxième, et on ne sait pas laquelle des deux est utilisée, ce qui peut provoquer des bugs. La troisième catégorie est liée à l'amélioration des performances. On pourra trouver les objets les plus lents dans l'application quand elle est en production. On pourra optimiser le code et on pourra aussi optimiser les index de la base de données. Et dans différentes fonctionnalités, on a ajouté des services d'IA, comme on en parlait tout à l'heure, pour aller un cran plus loin. Par exemple, pour proposer des corrections quand on a détecté un problème. On va se focaliser sur cette partie-là pour cette présentation. Je vous montrerai quelques exemples rapides sur ces deux catégories, aider à la maintenance au quotidien et améliorer la qualité et la sécurité du code. La partie performance, c'est un sujet dont on parlera plus tard, en même temps que la présentation d'Alex Riofrio pour Power Server. On reviendra dessus pour la partie Power Builder et la base de données. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur cette partie-là. Alors, collaborative, pourquoi? Parce qu'on a essayé, en prenant des scénarios de tous les jours, de fournir les possibilités d'échange d'informations, de processus partagés à plusieurs, etc., parmi plusieurs types d'acteurs habituels. La personne qui est responsable de la qualité ou du pipeline d'intégration continue pourra passer en revue les problèmes, prioriser ceux qui sont les plus importants et faire des listes qu'un développeur traitera plus tard. L'analyste, lui, va plutôt spécifier des changements fonctionnels, par exemple une modification dans la structure de données et l'impact qui doit être pris en compte dans le code. L'architecte, lui, va spécifier ou préparer des changements plus techniques, montée de version, comme on en parlait tout à l'heure, ou même une migration d'une techno à une autre. Au final, le développeur va implémenter les changements ou au quotidien maintenir l'application et fixer des problèmes. Et puis, on va aussi impliquer des managers qui pourront consulter différents rapports sur l'état de l'application, l'avancement, enfin différentes informations que les autres membres de l'équipe pourront leur partager. Donc voici l'interface web de cette nouvelle version. Donc on est dans un navigateur Internet, aucune installation préalable n'est requise. On aura configuré au préalable un serveur dans votre environnement avec votre code. Puis après, tous les membres de votre équipe qui peuvent avoir accès à ce serveur avec leur navigateur pourront l'ouvrir sans aucune installation ou configuration particulière sur leur poste. Donc on voit ici la liste des applications qui ont déjà été analysées. Et pour chaque application, on aura gardé une version, une analyse préalable pour revenir en arrière et voir l'état de l'application il y a une semaine, un mois, 6 mois, etc. Ensuite, on a des ensembles de fonctionnalités, ici pour explorer le code, pour consulter la documentation ou pour détecter les différents problèmes avec l'inspection du code, dont on parlera un peu tout à l'heure. Je vais vous montrer donc 2-3 exemples de tous les jours dans lesquels on va pouvoir tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités collaboratives. Alors,
Premier exemple simple, je fais une modification dans la base de données et je dois savoir, en changeant par exemple le type d'une colonne, je dois trouver tous les objets et tous les éléments de code qui font appel à cette colonne. C'est un cas assez classique. Ici, j'ai la liste des tables trouvées durant l'analyse. Si je consulte la liste des colonnes de cette table et que je veux savoir pour cette colonne en particulier à quel endroit elle est référencée un peu partout dans l'application, si vous connaissez déjà Visual Expert, c'est la même fonctionnalité que d'habitude. On va faire une analyse d'impact qui va vous montrer côté base de données et côté Power Builder les différents objets. Par exemple, ici, une data window avec un retrieve SQL dans lequel on verra, il est minuscule, mais dans lequel on peut voir l'endroit où est référencée cette colonne. Ici, on a une fenêtre avec un contrôle et un événement de type item change dans lequel on pourra aussi voir que l'on a un ordre SQL embarqué avec une référence à cette même colonne, ligne 32. On voit qu'on a un tooltip qui montre bien qu'on a reconnu cette colonne en particulier de cette table en particulier et pas juste la chaîne de caractères ID. Bref, ça c'est le principe de l'analyse d'impact. Si maintenant je veux le partager, donc je suis l'analyste fonctionnel qui est en train de préparer un changement réglementaire, on doit faire une certaine modification de données, et ensuite il faut propager cette modification un peu partout dans le code. Je peux détacher cette partie de l'arborescence ici, le placer dans ce qu'on appelle une vue, c'est-à-dire un onglet, qui est ici, un onglet supplémentaire. En local, je peux mettre ça de côté si je suis la seule personne qui va travailler dessus par la suite et continuer à travailler sur mon code. Mais si je veux maintenant, en tant qu'analyste, partager cette vue avec le ou les développeurs qui vont devoir prendre en compte ce changement, un peu partout maintenant dans Visual Expert apparaît cette icône, qui est une icône assez classique, qui veut dire effectivement qu'on va partager le contenu. Et on se retrouve avec une fenêtre assez similaire à ce que l'on trouve dans des Google Documents. Alors je peux commencer par modifier le nom de ce document partagé pour être un peu plus explicite. Par exemple. Et je pourrais ici mettre une description qui me convient. Allez hop. Ça, c'est pour éditer le nom et la description. Ensuite, j'ai le choix soit de partager avec une liste d'utilisateurs bien précise, que je vais pouvoir ici sélectionner un par un, ou j'ai la possibilité de rendre accessible ce document avec tous les utilisateurs Visual Expert à qui on a donné le droit d'utiliser ce projet, c'est-à-dire d'explorer cette application. En quel cas, je n'ai pas d'autre chose à renseigner. Et dès que je partage, le lien a été copié dans le clipboard si je veux, par exemple, l'insérer dans une tâche Jira ou le mettre dans un email ou le passer par messagerie instantanée avec Teams ou autre. Mais il est aussi sous la forme ici, dans cette nouvelle section, on verra la liste des documents partagés. Donc il se retrouve ici, comme dans les Google Documents, on se retrouve avec une liste de documents partagés. Donc voilà le document que l'on vient de partager avec tous les gens qui ont accès à ce projet Visual Expert. Et de leur côté, donc si j'ouvre une autre session ici, j'ai la possibilité de me rendre dans les documents partagés et consulter à tout moment, maintenant, dans une semaine, enfin quand le moment sera venu, la même analyse d'impact. Et je me retrouve donc, alors, non pas avec un document statique comme on pourrait le faire traditionnellement dans un Excel où on fait une liste d'éléments à modifier, mais on se retrouve bien dans un document dynamique, dans un contenu dynamique que l'on peut continuer à explorer avec toutes les fonctionnalités de Visual Expert. C'est là où le côté collaboratif prend toute son importance, parce que plutôt que de détacher un contenu statique, on va pouvoir continuer à utiliser, explorer, naviguer, tester, vérifier, etc., d'une personne à l'autre. Puisque j'ai copié ce lien, je peux aussi le passer par messagerie instantanée à n'importe qui, et le résultat sera le même. En cliquant sur cette URL, il arrivera exactement au même résultat que l'on voit ici. Et donc ce principe de partage de documents et de partage de contenu sera le même à tout moment. Donc on a pris l'exemple ici d'une analyse d'impact. Je peux prendre l'exemple d'un graphe d'appel par exemple, où on voit l'enchaînement des méthodes qui s'appellent les unes les autres. Alors par exemple, à l'ouverture de l'application, j'ai la possibilité ici de consulter le graphe d'appel de toutes les méthodes PB qui s'appellent les unes les autres successivement. Et je peux à nouveau
Même principe, détacher ce contenu dans une vue, puis partager cette vue comme un document partagé, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer un autre exemple un petit peu différent, toujours sur le principe du partage d'infos, mais pour aller un petit cran plus loin. On peut, avec Visual Expert, vous connaissez peut-être cette fonctionnalité, générer ce qu'on appelle une matrice CRUD, CRUD. Ça vient de l'anglais Create, Read, Update, Delete. C'est un tableau à 2 entrées qui permet de savoir quel objet modifie quelle donnée et comment il le modifie. Et donc on peut sélectionner une ou plusieurs tables pour générer cette matrice CRUD, cette matrice à 2 dimensions. Ça apparaît dans le cas de la version web de Visual Expert, ça apparaît sous la forme d'un contenu web que je peux visualiser ici. J'ai un petit bouton ici pour agrandir le contenu. Souvent les matrices sont assez volumineuses. Et donc là, je me retrouve avec un tableau donc à 2 entrées, avec en colonne des tables, ici. Par exemple, j'ai la table employé, et en ligne, des objets qui utilisent ces tables. Et dans chaque cellule, on indique comment on l'utilise. Par exemple, ici, cette data window va, donc RU, ça veut dire read and update, c'est lire et mettre à jour. En descendant comme ça, j'aurai d'autres types d'objets. Là, j'ai des événements Power Builder, des fonctions Oracle dans ce cas-là, des procédures, enfin, tout objet, des vues, des triggers, tout objet qui fait référence aux tables sera listé dans cette matrice à 2 dimensions avec le type d'accès. Bien. Je peux aller un cran plus loin et dire, par exemple, il y a beaucoup trop de résultats, je veux me concentrer uniquement sur ce qui va insérer, donc c'est l'opération create, ce qui va insérer dans la table employée. Si je tape la lettre C, ça va filtrer uniquement certains objets qui vont aller insérer dans cette table-là. Ce filtre aboutit au résultat qui m'intéresse et c'est cette table filtrée que je vais partager avec mes collègues. Donc je peux modifier le nom, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais le partager avec tout le monde pour faire simple. Très bien. Et on verra donc à partir de maintenant, quand on ira dans la fonctionnalité partagée, la possibilité d'ouvrir cette matrice. Le point que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on garde le filtre appliqué. Donc si je suis l'analyste fonctionnel, que j'ai analysé les dépendances avec plein de tables, tous les objets qui modifient, etc., je peux faire des tas de filtres sur le type d'objet, sur le nom des objets, sur les opérations réalisées. Donc je peux combiner comme ça des filtres pour aboutir exactement à la shortlist qui m'intéresse. Le développeur qui reçoit ce résultat ne va pas juste se contenter d'observer la liste des objets qui est là, il peut aller un cran plus loin. Par exemple, il va se dire, tiens, certes, cette procédure va insérer dans la table employée, mais je veux en savoir plus. Donc, il va cliquer sur cette lettre et on va ouvrir le code, on va descendre un cran plus loin, on va aller jusqu'au niveau du code pour lui montrer en détail d'où ça vient. Alors là, le code est minuscule, bien sûr, c'est pas compliqué à trouver, mais on voit ici la procédure qui fait l'insert, on voit la table employée qu'on a sélectionnée tout à l'heure, et en cliquant sur cet élément, on va surligner la zone où se fait l'insertion. Alors ici, qui est évidente parce qu'on n'a que quelques lignes de code, mais quand on a des procédures avec des milliers de lignes de code, on va directement aller sur l'endroit qui nous intéresse. Et donc on voit bien ici le fonctionnement en 2 parties. D'abord un analyste fonctionnel qui regarde, vérifie, prépare, filtre, puis ensuite il partage ce document qui peut-être ne sera pas consommé tout de suite. C'est peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines que le développeur sera dispo. Il va à ce moment-là se rendre dans cette zone partagée pour reprendre la matrice CRUD et il va partir de la matrice et descendre au niveau du détail pour voir exactement quels sont les objets à modifier et puis les modifier directement dans son IDE. Donc ce principe de document partagé s'applique un peu à tous les domaines de fonctionnalité. Par exemple, si je retourne dans les documents partagés, je verrai ici qu'un de mes collègues, à un moment donné, a partagé une page de documentation. Donc, dans la version web de Visual Expert, on a un serveur web qui va générer dynamiquement à la demande des pages de documentation technique assez détaillées avec beaucoup d'informations sur chaque objet. Donc, on a ici le cas d'une fenêtre PB avec différentes zones d'information. Entre parenthèses, c'est ici que l'on pourra demander à l'IA d'expliquer le business de cette fenêtre PB pour comprendre qu'elle sert à, je dis n'importe quoi, en l'occurrence gérer des employés, peut-être calculer des données de paye, que sais-je. Et donc les fonctionnalités d'IA qui sont derrière vont permettre d'aller un cran plus loin que la documentation technique. Bref, pour revenir au sujet du collaboratif, on a utilisé ici le collaboratif pour mettre de côté la documentation d'un objet en particulier parce que
on avait besoin d'en parler avec d'autres collègues ou parce que c'est cet objet-là en particulier qui est une fenêtre importante et complexe qu'il va falloir refactorer et on va lui attacher un certain nombre d'informations pour expliquer en quoi on va la modifier par exemple. Donc, bref, la documentation fait partie du contenu partageable aussi. Et le dernier exemple que je prendrai pour cette présentation, pour illustrer le principe de la synergie entre différentes personnes partageant du contenu, c'est celui de l'inspection du code. On va avoir la possibilité, s'il y a dans un projet une personne en charge du pipeline d'intégration continue, ce pipeline inclut potentiellement une étape, par exemple, de vérification du code, détection des vulnérabilités ou des bugs critiques, que sais-je. Donc si une personne est en charge de la vérification du code, mais que ça n'est pas elle qui fait les changements, elle va détecter, filtrer, ajuster et passer une liste appropriée à ceux qui feront les changements. Donc ici, ça va fonctionner comme ça. Par exemple, on a ici un résumé de tous les problèmes trouvés lors de cette analyse. Donc dans l'analyse numéro 8 de cette application. J'ai soit la possibilité d'aller obtenir la liste des bugs trouvés, des vulnérabilités, ou de me concentrer sur une certaine sévérité, en l'occurrence les problèmes critiques. Une fois que cette liste apparaît, donc je vois ici comment le volume de problèmes évolue au fil du temps. Le but, c'est que ça descende au fur et à mesure que l'on corrige des problèmes. Donc à chaque analyse, on aura un nouveau point sur cette courbe. Et on a en dessous la liste des règles qui correspondent à cette catégorie de problèmes critiques, avec à droite le nombre de problèmes trouvés dans le code qui ne respectent pas cette règle. Et donc je me place dans la peau de la personne qui doit vérifier et prioriser, parce qu'il y a toujours dans toutes les applications un très gros volume de problèmes qui remontent, tous ne sont pas prioritaires, et donc il faut un arbitre pour isoler ceux des problèmes qui doivent être corrigés en priorité. Par exemple, on va ici traiter le problème des requêtes qui sont vulnérables à une attaque par injection de code. Donc on pourrait injecter un code SQL malicieux qui irait causer des dommages ou réaliser des actions non souhaitables dans la base de données. À ce stade-là, je peux cliquer sur cette règle pour obtenir la liste des objets qui ne respectent pas la règle, vérifier si nécessaire que c'est bien ce à quoi je pensais et que c'est bien un problème prioritaire avec différentes documentations sur la description de la règle, les exemples de code compatible, pas compatible. Et c'est potentiellement à cette étape-là que je vais partager ce contenu avec le développeur qui va devoir prendre la suite. Donc, je crée un document partagé, éventuellement je mets ce lien dans une tâche Jira pour dire il est important de corriger les problèmes de ce type pour le prochain build par exemple. Le développeur va à son tour récupérer cette liste et va pouvoir continuer à partir de là, par exemple en regardant les objets un par un pour consulter dans le code le problème, la zone, les instructions qui posent problème, ici une concaténation de chaînes de caractères qui laisse la porte ouverte éventuellement à une injection de code. Soit le développeur le fixe à la main, soit il demande ici une correction à l'IA. Dans ce cas-là, il clique dessus. Et l'IA va donc proposer une solution que le développeur peut analyser, réviser. On voit ici une description du changement qui a été réalisé. Plus loin dans le code, on aura surligné la nature, enfin les endroits, les zones qui ont été modifiées avec un petit commentaire pour expliquer la façon dont le code a été modifié en utilisant cette fois-ci des variables et non pas une concaténation simple. Et le développeur peut choisir de reprendre ce code, de le coller, et comme on le disait au début en parlant d'IA, il y aura toujours une intervention humaine pour valider et décider après que l'IA est proposée. Bref, pour revenir à notre point de départ, on a cette possibilité d'avoir cette démarche collaborative avec la personne qui révise les problèmes, qui choisit ceux qui sont prioritaires et qui détache certaines catégories de problèmes, qui les partage sous forme de documents partagés ou de simples URL pour que le moment venu, une ou plusieurs personnes fassent les changements dans le code qui sont appropriés. Donc ça conclut cette présentation rapide pour aujourd'hui des fonctionnalités collaboratives de cette plateforme web. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une édition future, puisque au long de la roadmap de cette plateforme, on a prévu d'ajouter prochainement d'abord des notifications pour alerter différentes personnes quand quelque chose est prêt ou quand quelque chose a été assigné, par exemple, de même que la possibilité de
discuter, de commenter, puis après d'enclencher des discussions sur certains éléments de code que l'on doit ou non modifier et comment les modifier, ajouter des commentaires, des explications, etc. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler à l'occasion. Merci.